Lyon, une ville où l'écho des siècles se mêle au murmure des secrets modernes. Le 18 octobre 2014, l'impensable s'est déroulé. Dans un studio improvisé, là où la passion pour les affaires criminelles résonnait habituellement, régnait désormais un silence glaçant. Une porte entr'ouverte, des chaises renversées, un café à jamais froid sur une table. Les voix de Margot, Félix et Lucien, celles qui animaient le podcast Les Voix obscures, avaient disparu sans laisser de traces. Pour leurs proches, pour leurs fidèles auditeurs, et pour la police, ce fut le début d'une décennie d'incertitude. Un mystère figé dans le temps, un dossier classé, mais jamais résolu. Jusqu'à ce que, 10 ans plus tard, le passé décide de briser son propre silence d'une manière inimaginable. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires. Sur Vestiges d'un mystère, nous allons reconstituer cette histoire, pièce par pièce. Lyon, 2014. La ville, avec ses traboules ancestrales et ses quais animés, servait de toile de fond à une obsession moderne. 3 jeunes adultes, animés par une curiosité insatiable pour les recoins sombres de la nature humaine, avaient trouvé un exutoire à leur fascination commune. Margot Roux, étudiante en histoire, abordait chaque dossier comme une fouille archéologique, chaque fait une pièce de puzzle essentielle. À 19 ans, sa rigueur était déjà légendaire parmi ses pairs, et son bureau, un champ de bataille organisé de livres annotés et de coupures de presse. Félix Bernard, son aîné d'1 an, étudiait la sociologie. Son esprit vif et son éloquence naturelle transformaient la moindre conversation en un débat passionné, chaque théorie en une piste potentielle. Il était la voix percutante, celui qui articulait les questions que d'autres n'osaient pas poser. Et puis il y avait Lucien Montagne, 20 ans également, l'autodidacte génial. Pour lui, l'univers du son et de l'informatique n'avait aucun secret. Son studio improvisé, niché au cœur d'un quartier modeste de Lyon, était un labyrinthe de câbles, de microphones et d'écrans lumineux, un véritable laboratoire où la technologie servait le mystère. C'est là, entre ces murs imprégnés d'histoires non résolues et d'analyses criminelles, qu'étaient nées Les Voix obscures. Un podcast loin des feux de la rampe, sans la prétention des grandes productions, mais avec une authenticité qui lui avait valu une communauté d'auditeurs fidèles et exigeants. Ils n'étaient pas des stars, ils étaient des archivistes du macabre, des enquêteurs de l'oubli. Chaque épisode plongeait dans des assassinats déjà jugés mais mal compris, des affaires célèbres tombées dans l'amnésie collective, des procédures judiciaires que la presse avait délaissées. Le ton était sérieux, la recherche obsessionnelle et l'objectif clair, donner une nouvelle résonance à des faits éteints. Le vendredi 17 octobre 2014, la routine prévalait. En fin de journée, comme tant d'autres vendredis, Margot, Félix et Lucien se sont retrouvés dans le studio. L'air y était familier, imprégné de l'odeur du café fort et de l'électronique en marche. Les micros étaient ajustés, les niveaux de son vérifiés, les notes de Margot et Félix posées sur la table devant eux. Lucien, derrière sa console, s'assurait que chaque détail technique était parfait. C'était une séance d'enregistrement ordinaire, annonciatrice d'un nouvel épisode pour leur public grandissant. La ville s'endormait doucement dehors, indifférente au drame qui allait se jouer dans ce petit espace confiné. Le lendemain matin, le samedi 18 octobre, le monde extérieur a commencé à percevoir une rupture dans cette routine. Les premières inquiétudes ont surgi de l'entourage proche. Des amis ont tenté de joindre les 3 jeunes par téléphone, mais les appels sont restés sans réponse. Les messages envoyés sur leur mobile, habitués à des échanges vifs et instantanés, n'ont jamais été délivrés. Le silence, une anomalie dans leur vie connectée, s'est installé progressivement, puis lourdement. Les heures passaient, et l'absence devenait de plus en plus palpable, de plus en plus troublante. Les rendez-vous manqués, les plans annulés sans préavis, tout cela n'était pas dans les habitudes de Margot, Félix et Lucien. C'est finalement dans l'après-midi que les familles, alertées par cette absence prolongée et inexplicable, ont décidé d'agir. Des parents se sont rendus au studio, l'endroit où les jeunes passaient tant de leur nuit. Ce qu'ils ont découvert a transformé leur inquiétude en une angoisse glaciale. La porte d'entrée était simplement entr'ouverte, une négligence impensable pour Lucien, toujours méticuleux. À l'intérieur, un silence assourdissant remplaçait le brouhaha habituel des enregistrements. Il n'y avait aucun signe de vie. Le studio était figé, comme un tableau interrompu. Des chaises étaient renversées, suggérant une bousculade. Des feuilles de papier, sans doute les notes de Margot ou les schémas de Félix, jonchaient le sol. Une tasse de café, froide depuis des heures, reposait sur la table, témoin silencieux d'une interruption brutale.
Le matériel d'enregistrement était intact, les micros en place, la console allumée. Mais le cœur numérique de leur travail, le disque dur externe où étaient sauvegardés tous leurs fichiers et le travail de la veille, avait disparu. Le lecteur de l'ordinateur affichait un dossier de session ouvert, mais aucun fichier final n'y figurait, aucune trace de l'épisode qui aurait dû être achevé. Nul n'était rentré chez soi. Ni Margot, ni Félix, ni Lucien. Les lits restaient intacts, les affaires personnelles en place. C'était une disparition totale, une évaporation collective. La police de Lyon fut rapidement alertée. Les officiers se sont rendus sur les lieux, ont établi un périmètre de sécurité et ont commencé les premières investigations. Le studio a été examiné minutieusement. Des enquêtes ont été ouvertes. Les voisins du quartier ont été interrogés, mais leur témoignage était uniforme. Nous n'avons rien vu, rien entendu d'inhabituel. Le quartier, d'ordinaire animé, n'avait enregistré aucun événement suspect cette nuit-là. Le problème majeur auquel les enquêteurs ont été confrontés était l'absence d'éléments tangibles. Il n'y avait aucune marque visible de violence explicite sur les lieux, pas de sang, pas de lutte apparente au-delà des chaises renversées. Il n'y avait pas de témoins fiables qui auraient pu apercevoir quoi que ce soit d'anormal. Et surtout, il n'y avait aucun corps. Sans victime, sans scène de crime évidente, l'affaire s'est rapidement retrouvée dans une impasse. Malgré les efforts initiaux, les pistes se sont éteintes les unes après les autres. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. L'histoire a fait la une des journaux locaux pendant un court laps de temps, alimentant les rubriques de faits divers d'une énigme déroutante. Puis, comme tant d'autres dossiers non résolus, l'affaire Margot, Félix et Lucien a été classée. Elle est devenue un cold case, un fichier parmi d'autres, relégué au fond des archives de la police judiciaire. Pour les familles, cette absence s'est transformée en une blessure ouverte, une attente perpétuelle et insoutenable. Pour les auditeurs des Voix obscures, le canal YouTube est resté silencieux, une page figée dans le temps, jamais actualisée. Le mystère de leur disparition a ainsi plané sur Lyon pendant une décennie entière, un vide assourdissant qui a marqué un point final abrupt à l'histoire de trois jeunes passionnés. Leurs souvenirs, comme leur podcast, étaient devenus un vestige d'un mystère non élucidé. 10 ans s'étaient écoulés, et avec eux, l'espoir d'une résolution. Le canal YouTube, Les Voix obscures, n'était plus qu'une relique numérique, un mémorial silencieux où les derniers podcasts de Margot, Félix et Lucien restaient figés, témoins d'une passion brutalement interrompue. Les habitués s'étaient dispersés, les discussions s'étaient tues, et le dossier des disparitions était entré dans le cimetière des affaires non élucidées, enveloppé par le linceul de l'oubli officiel. Mais le 15 avril 2024, au milieu de l'indifférence générale, quelque chose d'inattendu, de quasi miraculeux, se produisit. Un nouveau vidéo apparut sur la chaîne YouTube de Les Voix obscures. Aucune annonce préalable, aucune mise à jour du profil, juste une nouvelle vignette, un nouveau titre, surgit de l'abîme du temps. Épisode spécial, Affaire Pierre de la Fontaine non diffusée. L'intitulé seul était une provocation, une énigme lancée à la face d'une décennie de silence. Le contenu, à première vue, semblait être un épisode inédit, promettant de briser le mutisme qui avait entouré les disparitions. Pour les quelques abonnés qui, par habitude ou nostalgie, consultaient encore sporadiquement la chaîne, l'apparition fut d'abord accueillie avec incrédulité. Était-ce une erreur, un piratage, ou, plus follement, un signe des disparus eux-mêmes? La communauté des anciens auditeurs, réduite mais fidèle, fut la première à s'embraser. Les notifications push d'une chaîne morte depuis 10 ans alertèrent les plus assidus. Les premiers commentaires exprimèrent un mélange de stupeur, d'excitation et de scepticisme. « Non, c'est impossible », écrivait un utilisateur, tandis qu'un autre s'interrogeait « Qui a posté ça? C'est une blague de mauvais goût ?» Rapidement, la curiosité l'emporta. Les clics se multiplièrent, et les premières minutes du vidéo commencèrent à circuler. Des captures d'écran, des extraits audio, des analyses préliminaires furent partagées sur les réseaux sociaux. Les forums en ligne dédiés aux affaires criminelles, et notamment ceux qui avaient suivi l'histoire de Margot, Félix et Lucien, connurent une résurrection spectaculaire. Des fils de discussion dormant depuis des années se réactivèrent à une vitesse fulgurante. Les théories fusèrent, des plus rationnelles aux plus fantaisistes. Certains suggéraient un retour des podcasteurs, d'autres un coup monté. La frénésie était palpable, chaque interaction alimentant la flamme de la spéculation. Le contenu de ce mystérieux épisode, dont l'existence même était une énigme, devint le sujet central de toutes les conversations en ligne.
L'onde de choc ne tarda pas à atteindre les familles des disparus. Elles furent alertées par des amis, des membres de la communauté en ligne, ou par leur propre surveillance des traces numériques de leurs enfants. Pour les Roux, les Bernard et les Montagnes, ce fut une secousse émotionnelle d'une violence inouïe. 10 ans de deuil, de questions sans réponse, de résignation forcée, venaient d'être balayés par cette apparition numérique. L'espoir, un sentiment qu'elles croyaient éteint à jamais, ressurgit, insensé et douloureux. Les appels téléphoniques se multiplièrent entre elles, la même question muette dans leurs yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que Margot, Félix et Lucien étaient vivants? Où étaient-ils? L'angoisse du vide se muait en une angoisse de l'attente, encore plus insoutenable. La viralisation du vidéo fut rapide et incontrôlable. En moins de 12 heures, il était passé du statut de curiosité en ligne à celui de phénomène national. Les médias d'information, d'abord sceptiques, puis intrigués, commencèrent à relayer l'histoire. Des articles furent publiés, des reportages télévisés diffusés. Le nombre de vues explosait, atteignant des millions en un temps record. La pression publique s'intensifiait, exigeant des réponses, ravivant l'intérêt pour une affaire que l'on pensait définitivement close. L'histoire des 3 jeunes de Lyon, oubliés pendant une décennie, revenait sur le devant de la scène, propulsée par la puissance du monde numérique. Face à l'ampleur du phénomène et à la réactivation du dossier, les autorités ne purent rester inactives. La police judiciaire de Lyon, sous la direction d'un nouveau chef de section, fut contrainte d'intervenir. Un processus légal d'urgence fut mis en œuvre. Le vidéo, désormais au cœur d'une enquête ouverte, fut retiré du canal YouTube après quelques heures de diffusion intensive. La décision, bien que nécessaire pour la péremption légale, fut accueillie par un mélange de frustration et de compréhension par le public. Des équipes de spécialistes en cybercriminalité et en analyse numérique furent mobilisées. Chaque pixel, chaque onde sonore du fichier téléchargé fut examiné avec une minutie extrême. Il s'agissait de déterminer l'authenticité de l'enregistrement, son origine et surtout, son contenu réel. Le communiqué officiel, rendu public quelques jours plus tard, fut d'une clarté brutale. Il ne laissa aucune place au doute, ni à l'espoir d'un retour des jeunes podcasteurs. Le contenu du vidéo confirmait les pires craintes des familles et de la police. Ce n'était pas un simple épisode inachevé. L'enregistrement était la preuve irréfutable de l'interruption violente d'une séance de travail. Il montrait des discussions tendues, des scènes d'intimidation manifestes, et de manière inéquivoque, le déroulement de l'assassinat des 3 jeunes. Les images étaient un témoignage direct et implacable de leur sort tragique, 10 ans après leur disparition. Mais la révélation la plus impactante, celle qui ajoutait une couche de complexité inimaginable au mystère, concernait la date de publication. Les experts avaient confirmé que le fichier vidéo avait été programmé pour être diffusé automatiquement. Cette programmation, datée du 17 octobre 2014, le jour même de la disparition de Margot, Félix et Lucien, soulevait une question fondamentale. Comment un fichier vidéo, témoin de leur mort, avait-il pu être programmé pour une publication future, précisément à la date de leur assassinat? La police, tout en gardant une part du mystère intacte pour les besoins de l'enquête, laissa entendre que la chronologie des événements s'inscrivait dans une logique bien plus sombre et préméditée qu'il n'y paraissait, préparant le terrain pour la découverte du rôle involontaire de Lucien dans cette macabre révélation. Le fantôme numérique avait parlé, et son message, bien que tardif, était une accusation retentissante. L'annonce du communiqué officiel avait confirmé l'indicible. Cependant, la vérité brute, celle des images insoutenables des événements du 17 octobre 2014 dans le studio des « Voix obscures », ne fut pleinement révélée qu'après l'analyse forensique détaillée du vidéo découvert. Chaque seconde de l'enregistrement numérique fut décortiquée par les experts, reconstruisant avec une précision effrayante la chronologie d'une nuit qui avait basculé dans l'horreur. La séquence s'ouvrait sur une scène d'apparente tranquillité. Margot Roux, concentrée, ajustait ses notes devant son microphone. Son regard parcourait ses fiches, son expression attentive. Félix Bernard, penché en avant, l'écoutait, acquiesçant parfois, sa présence apportant une énergie palpable. Derrière sa console, Lucien Montagne, les écouteurs légèrement décalés, vérifiait méticuleusement les niveaux sonores, ses doigts agiles effleurant les commandes. Le bourdonnement familier des équipements et les froissements de papier constituaient l'unique bande-son de cette préparation habituelle. Le studio était une bulle de concentration, isolée de l'extérieur. Cette bulle fut brutalement perforée. Un bruit sourd et métallique, celui d'une porte violemment forcée, déchira l'atmosphère.
Les trois jeunes se figèrent, leurs visages marqués par la sidération, se tournant d'un même mouvement vers l'entrée du studio. La porte s'ouvrit en grand, laissant apparaître deux silhouettes. Pierre de La Fontaine, l'homme d'affaires influent, entra le premier, son allure autoritaire et son visage tendu. Derrière lui, Mathis Baudin, son capanga, l'accompagnait, observant la pièce avec une froide vigilance. Le dialogue initial fut tendu. Pierre de La Fontaine, sans détour, ordonna « Stoppez tout ! Effacez ces fichiers immédiatement !» Sa voix était grave et impérieuse. Félix, le premier à réagir, tenta de parlementer. « Monsieur de La Fontaine, de quoi parlez-vous » Il amorça un mouvement pour se lever, mais un geste brusque de Pierre le stoppa. Margot, cherchant à apaiser la situation, s'exclama « S'il vous plaît, parlons-en calmement ». Lucien, les yeux rivés sur son ordinateur, se posta instinctivement devant l'écran, son corps protégeant les machines. La caméra, restée active, enregistrait fidèlement l'escalade de la confrontation. Pierre, impatienté par la résistance, arracha violemment les notes de Margot, les déchirant avec un bruit sec. Un microphone tomba au sol dans un fracas métallique. Des chaises furent renversées. Pierre poussa Félix, qui trébucha contre la console de Lucien. La colère de Pierre montait en puissance, détruisait toutes les preuves. Les trois jeunes, malgré la peur palpable, refusèrent catégoriquement. Félix prononça un non résolu, Margot acquiesça d'un mouvement de tête, et Lucien secoua la tête devant son poste de travail. La tension atteignit son point de rupture. Mathis Baudin, jusqu'alors en retrait, passa à l'action. D'un mouvement rapide et précis, il tira un canif de sa poche. Le cliquetis de la lame fut le prélude à l'horreur. Félix fut la première victime. Mathis le frappa à l'abdomen. Un cri étouffé s'échappa de la gorge du jeune homme, qui s'effondra lourdement sur le sol, le sang commençant à s'étendre sur ses vêtements. Margot hurla de terreur et tenta de fuir, se jetant vers la porte. Mais Mathis fut plus rapide. Il la rattrapa et la frappa à la poitrine. Un second cri, aigu et déchirant, s'étrangla dans sa gorge alors qu'elle s'écroulait à son tour. Derrière son ordinateur, Lucien, paralysé un instant par l'horreur des scènes qu'il venait de vivre, réagit par pur réflexe de survie. Dans un acte de panique, son esprit embrumé par la terreur, il tenta de protéger les fichiers qu'ils avaient rassemblés. Sa main, tremblante, se posa sur le clavier, et par un automatisme lié à ses nombreuses heures de travail technique, il actionna le raccourci qui clôturait l'enregistrement. Sans le savoir, ce geste instinctif allait devenir la clé de la vérité, la preuve définitive. La caméra continua d'enregistrer pendant quelques secondes finales, des instants d'une brutalité insoutenable. Pierre de La Fontaine fut vu poussant Margot, déjà blessée, contre le mur, son corps chancelant ne lui offrant plus de résistance. Mathis, le canif toujours à la main, frappait à nouveau Félix, qui agonisait au sol. Le dernier cri, étouffé, fut enregistré avant que l'écran ne bascule dans le noir absolu, mettant un point final glaçant à la séquence. Le silence définitif s'installa, mais cette fois, il était enregistré. La révélation par la vidéo des « voix obscures » avait balayé 10 ans d'incertitude. La vérité, enregistrée et rendue publique, ne laissait plus aucune échappatoire aux coupables. Moins de 24 heures après l'authentification du fichier, Pierre de La Fontaine, l'entrepreneur respecté mais influent de Lyon, et Mathis Baudin, son homme de confiance, furent arrêtés. Les preuves étaient accablantes, leurs visages clairs sur l'enregistrement, leurs voix identifiées, leurs actions brutalement exposées. Confrontés à l'évidence et sous la menace d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, ils acceptèrent un accord avec la justice. En échange d'une peine allégée, ils s'engagèrent à confesser en détail et à révéler le lieu d'inhumation des corps. Les aveux précis de Pierre de La Fontaine et de Mathis Baudin permirent de reconstituer l'intégralité du drame. En 2014, Margot, Félix et Lucien avaient dépassé le cadre habituel de leur podcast. Leur curiosité les avait menés vers une enquête sensible, un canon encore dénoncé publiquement. Ils s'étaient penchés sur les agissements des usines de Pierre de La Fontaine, soupçonnant des fraudes massives et des pratiques de travail abusives et illicites. Le trio avait méticuleusement recueilli des témoignages d'ouvriers opprimés et des documents confidentiels. Ces éléments constituaient un dossier explosif, capable de démanteler l'empire économique et la réputation de Pierre. Pierre de La Fontaine, dont la réputation était bâtie sur un réseau d'entreprises locales, avait rapidement eu vent des investigations des jeunes.
Comprenant la menace que ces révélations représentaient pour son influence, il avait ordonné à Mathis Baudin de surveiller le trio. Mathis avait localisé leur studio improvisé et avait signalé à Pierre l'avancement de leur enquête et l'imminence d'un épisode dévastateur. Le soir du 17 octobre 2014, l'intention de Pierre et Mathis n'était pas initialement le meurtre. Leur objectif était d'intimider les jeunes, de les contraindre à abandonner leur travail, à détruire toutes les preuves accumulées, qu'elles soient physiques ou numériques. L'irruption violente dans le studio, telle que la vidéo l'avait montré, était censée marquer les esprits et imposer le silence. Cependant, Margot, Félix et Lucien, animés par une détermination sans faille et une conviction profonde dans leur démarche, avaient refusé de céder. Leur résistance face aux exigences de Pierre avait fait basculer la situation. La confrontation verbale avait rapidement dégénéré. Dans le feu de l'action, face à l'obstination des jeunes à ne pas effacer leurs preuves, Mathis Baudin avait sorti son canif et avait frappé Félix à l'abdomen. Cet acte de violence soudaine avait transformé l'intimidation en une agression mortelle. Pierre de La Fontaine, pris de panique devant cette escalade imprévue et irréversible, avait alors hurlé « Finissez-en avec tout !» Cet ordre, prononcé dans la confusion et la fureur, avait scellé le destin des deux autres. Margot, tentant désespérément de s'échapper, avait été rattrapée et poignardée à la poitrine. Lucien, quant à lui, s'était désespérément accroché à son clavier pour protéger les fichiers, et avait été la dernière victime de la brutalité de Mathis. Les corps des trois jeunes furent ensuite transportés à bord d'une camionnette conduite par Mathis. Sous le couvert de la nuit, ils furent emmenés vers un terrain vague en périphérie de Lyon, destiné dès le lendemain à la construction d'un entrepôt. Pierre et Mathis creusèrent à la hâte une fosse, y précipitèrent les corps et les recouvrirent de terre. Le lendemain matin, des camions toupies arrivèrent sur le site. Des tonnes de ciment furent déversées, scellant le secret sous une épaisse dalle de béton qui allait devenir le sol du futur bâtiment. Ce lieu, désormais enseveli, garda leur secret pendant une décennie. Cependant, les assassins avaient sous-estimé l'ingéniosité de Lucien Montagne. Passionné par l'automatisation, il avait mis en place un système unique dans leur studio. Ce dispositif était programmé pour sauvegarder automatiquement le fichier d'enregistrement final, et aussitôt après la fin de la session, l'envoyer directement sur la chaîne YouTube du podcast avec une date de publication prédéfinie. Dans la panique du dernier instant, alors qu'il tentait de protéger les données, Lucien avait réussi à actionner le raccourci clavier qui déclenchait ce processus. Cependant, sous la pression extrême de l'agression, ses doigts avaient commis une erreur minime mais capitale. Il avait saisi l'année 2024 au lieu de 2014 pour la date de diffusion. Après les meurtres, Pierre et Mathis avaient méticuleusement effacé tous les fichiers locaux du studio et s'étaient emparés du disque dur externe, convaincus d'avoir annihilé toute preuve de leurs actes. Ils ignoraient qu'un chronomètre numérique, programmé par la main de leur victime, était déjà en marche. 10 ans plus tard, en avril 2024, le compte à rebours s'acheva. Le système d'automatisation de Lucien, dormant depuis une décennie, se déclencha, et le fameux épisode fut publié sur YouTube. Cette erreur d'un seul chiffre, conjuguée à la détermination inconsciente de Lucien de sécuriser leur travail jusqu'à son dernier souffle, apporta enfin aux familles des victimes les réponses qu'elles cherchaient désespérément. La vérité, emmurée sous le béton, avait été exhumée par une prouesse technologique involontaire. Pierre de La Fontaine et Mathis Baudin, confrontés à cette preuve irréfutable, se retrouvaient au banc des accusés. L'empire bâti sur le mensonge s'effondrait sous le poids de la justice, et les voix obscures, enfin, se faisaient entendre, réclamant leur dû. Le ciment, destiné à sceller un silence éternel, a finalement été brisé non pas par le temps ou l'usure, mais par le fantôme numérique d'un geste désespéré. L'erreur d'un seul chiffre, la dernière action de Lucien sous la contrainte, a déterré la vérité et mis en lumière la brutalité qui avait coûté la vie à Margot, Félix et Lucien. Une décennie d'absence, de chagrin et de questions sans réponse s'est achevée avec la divulgation de l'indicible, transformant la technologie en un témoin posthume, une preuve inaltérable de l'injustice. Pierre de La Fontaine et Mathis Baudin, qui pensaient d'avoir effacé toute trace de leur crime, se sont retrouvés confrontés à l'inéluctable, leur empire de mensonges s'effondrant sous le poids d'un fichier vidéo inattendu. Cette histoire nous rappelle que même les secrets les mieux gardés finissent parfois par trouver leur chemin vers la lumière. Que l'ingéniosité humaine, même dans ces derniers instants, peut inscrire une vérité qui défie l'obscurité. Et que la soif de justice, même après des années d'attente, peut être assouvie par les moyens les plus imprévus. Les voix de Margot, Félix et Lucien, un instant éteintes, résonnent désormais avec une puissance décuplée,
Une victoire posthume contre ceux qui cherchaient à les réduire au silence. Quelle est la leçon la plus marquante que vous tirez de cette affaire où la technologie a rendu justice? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ces vestiges du mystère ont captivé votre attention, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à Vestiges d'un mystère pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des recoins sombres de l'histoire.